Bienvenue donc dans ce prieuré. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau cette année pour cette deuxième saison du Festival des idées. Je vais enlever mon masque parce que ce micro-là, je vais le garder. Bienvenue à tous. Ce sont des conditions, comme vous pouvez le constater, un petit peu particulières, selon l'expression consacrée, un petit peu hors norme, mais on va tâcher en fait d'engager un débat que j'espère et que je sais qu'il sera de grande qualité. Nous sommes là pour discuter, comme vous le savez, sur peut-on lutter? Oui, on peut lutter contre le chômage de masse. Je vais vous présenter nos intervenants, avec lesquels vous allez pouvoir avoir un échange. Manon Aubry, derrière son masque noir. Je vous rappelle les règles au passage. Vous gardez votre masque et au moment où vous voulez prendre la parole, vous avez la possibilité de l'enlever. Il y a des bonnettes sur les micros. Voilà, si vous voulez le garder, écoutez, vous faites comme vous le sentez. Mais bon, ça va bien se passer, on va finir par s'habituer. Manon Aubry, vous êtes députée européenne, la France Insoumise. Merci à vous d'être venue. Je crois que vous vous êtes en plus levé hyper tôt ce matin pour être là. Donc, on va tâcher de vous rendre cette matinée plus agréable. Jean-Baptiste Barfetti, vous êtes maire adjoint de Gonesse, toujours, voilà, et secrétaire général du Conseil de l'inclusion et enseignant à Sciences Po Paris. J'ai oublié quelque chose ? Ah, vous n'êtes plus au Conseil de l'inclusion. Alors, je suis désolée. Mais vous êtes toujours donc enseignant à Sciences Po Paris. Gaëtan Gorce, vous êtes ancien sénateur socialiste de la Nièvre. Nous sommes ici sur vos terres puisque vous avez été maire de la Charité-sur-Loire. Bien chanceux. J'ai oublié quelque chose? Non. Laurent Grand-Guillaume, vous êtes ancien député socialiste de Côte d'Or et vous êtes président bénévole de Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Enfin, Sophie Taillé-Polian, vous êtes coordinatrice de génération, sénatrice du Val-de-Marne et vous êtes par ailleurs membre de la mission d'information contre l'illectronisme et l'inclusion numérique. On aura certainement l'opportunité d'en parler. Alors, vous connaissez le principe de ces débats. Pour une fois, ce ne sont pas nos intervenants qui vont débuter. Si on vous dit que oui, on peut lutter contre le chômage de masse, qu'est-ce que ça vous inspire? Madame, je vais vous donner un micro. Hop. Ah oui, hein. Vous avez le droit de lever la main, mais j'ai le droit, moi aussi, en fait, de faire ce que je veux. Pour le moment, ça me paraît assez difficile et j'attends d'entendre les solutions que vous pouvez proposer parce que... Est-ce que vous avez déjà eu à expérimenter ces moments-là? Quelqu'un autour de vous? Non, pas moi, mais un membre de ma famille qui s'est toujours débrouillé par le biais du travail intérimaire, mais qui n'arrivait jamais à avoir un CDI ou quoi. Il aspirait à un CDI, il n'a jamais réussi en fait à l'obtenir. Non, oui, enfin, il a commencé sa carrière en CDI et il a fini avec des CDD d'intérimaire. Il est dans quelle zone, ce proche? Il est en région parisienne, mais il est en retraite maintenant. Il est en retraite maintenant, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, monsieur. Merci. Une proposition à l'envers, je dirais. Je ne sais pas trop comment on peut lutter contre le chômage de masse, enfin j'ai quelques idées, mais il y en a une qui me paraît une mauvaise idée, c'est tout ce qui tourne autour d'une possibilité de revenu universel de remplacement. Oula, ça a le mérite de poser... Merci de nous mettre cela en débat tout de suite, d'ailleurs. Mademoiselle, qu'en pensez-vous? Je pense que la réduction du temps de travail peut être une solution. La réduction des temps de travail. Genre plus loin que 35 heures encore? Ouais. Combien? 32. 32? Ouais. Oh, ça va, vous êtes plutôt cool. On n'est pas sur les 20 heures. Alors, on commence par pas de revenu universel, les 32 heures. Monsieur. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai deux propositions à faire. Il y en a une qui est sur l'opportunité du plan de relance du gouvernement. On a loupé une opportunité géniale d'ouvrir ces milliards distribués et de regarder en même temps, en parallèle, une nouvelle organisation de nos organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et d'aller plus loin sur comment on manage le travail, comment on manage nos organisations. Et ça, je pense que... Pour être clair, monsieur, vraiment pour préciser votre pensée... entre autres sur le temps de travail, entre autres sur l'organisation du temps de travail, sur l'organisation du travail, le télétravail qui est pour moi
pas la panacée, mais on en a parlé tout à l'heure dans le débat précédent, mais aussi sur quels sont les intérêts des entreprises, des services publics dans l'organisation. Est-ce qu'on doit toujours aller vers une productivité ? Est-ce qu'on doit toujours aller vers le travail à outrance pour tout le monde, etc. Et je pense que c'est un vrai débat. La deuxième piste, c'est tout ce qui est autour du bio et de l'agriculture intensive. En fait, on s'est aperçu, moi j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs cet été, un peu par hasard, et qui sont dans la transition bio. Et la réponse qu'ils m'ont faite, c'est attention, le bio c'est bien, mais ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Et on n'a pas les moyens de payer cette main-d'œuvre et de l'organiser dans nos fermes, qui sont des fermes à dimension humaine. Et si on veut passer sur de la transition bio, il nous faudra de la main-d'œuvre. Donc il faut créer de l'emploi et il faut pouvoir le rémunérer. Et là aussi, je pense qu'on n'a pas les réponses du gouvernement et peut-être même de nos politiques actuelles. Merci pour cette intervention. Continue, madame. Oui, donc moi, pour le partage du temps de travail, bon, après, il faut voir 32, 28, etc. Le revenu universel, moi, je pense que c'est quelque chose dont on doit débattre, évidemment, non pas dans sa forme libérale, mais dans une forme qui est celle qui correspond aux valeurs de la gauche et qui correspond aux évolutions de la transition. Il y a aussi les questions de garantie d'emploi, puisque du fait de la transition écologique, certains secteurs vont voir perdre leur travail et d'autres vont par contre émerger. Donc toute cette transition, c'est vraiment là qu'il faut qu'on travaille et qu'on trouve des solutions adaptées qui permettent vraiment le partage vis-à-vis des personnes. Merci beaucoup. Monsieur. Bonjour, dans une autre vie, je suis président de département. C'est un beau département puisque c'est la Nièvre. Et je vous rappelle, quel chanceux vous êtes. Des expériences intéressantes, puisque dans la Nièvre, nous avons une expérimentation de territoire zéro chômeur et que la Nièvre a fait partie des 19 départements qui se sont battus pour avoir un revenu de base. Ce que j'aurais à dire, c'est qu'avant de parler du chômage, il faudrait presque pouvoir parler de l'employabilité, parce que ça me paraît extrêmement important, et aussi de la définition de ce qu'est le travail dans un système productiviste. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le travail par rapport au chômage? C'est-à-dire que si on ne définit pas ça, si on ne définit pas qui est en capacité de travailler, qu'est-ce que c'est que la valeur travail, on va avoir du mal à avancer sur le problème du chômage. Alors, je vous rappelle que nous sommes retransmis en direct sur Zoom et sur les réseaux, et que dans ce cadre, les gens qui nous suivent sur Zoom peuvent également intervenir, car ici au Festival des idées, on est 4.0. Il y a donc ceux qui le souhaitent et qui nous regardent en ligne, n'hésitez pas à faire une petite remarque sur l'onglet « Converser » dans Zoom, afin qu'on puisse vous donner la parole. Madame. Oui, je pense que le chômage de masse favorise le travail au noir et le travail informel. Merci beaucoup. Et jeune homme, bonjour à vous. Je vous en prie. Donc moi, j'ai parlé du chômage des jeunes. Donc ceux qui sortent sans diplôme, ensuite pour pouvoir se former, c'est vraiment la galère. Par exemple, à Pôle emploi ou à la mission locale, pour payer une formation, ils demandent une promesse d'embauche. Or, les promesses d'embauche, ce n'est pas d'actualité. Du coup, il faudrait vraiment donner des moyens de se former pour les jeunes aux institutions. Alors. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 23 ans. Et vous faites des études? Vous êtes Oui, je fais des études. Ouais. Mais autour de vous, vous avez voilà, des jeunes qui sont confrontés à ça? S'il n'y a pas de promesse d'embauche, c'est vraiment presque impossible. Alors qu'il faudrait justement, ceux qui n'ont pas de diplôme, il faudrait les former à un métier. Oui. Et c'est extrêmement difficile d'accéder à ces formations métiers. C'est presque le parcours du combattant. Sachant qu'en plus, si mes souvenirs sont bons, à moins de 25 ans, vous n'avez aucun revenu. C'est ça. Et en plus, donc les parents ils ne peuvent pas aider. Ouais. Et les formations, des fois, c'est 3 000, 8 000, 10 000 euros. Et c'est insortable pour un jeune. Super. Merci de ces interventions. Je vais revenir vers vous. Je vous propose, en fait, vu que vos interventions sont plutôt très pertinentes et qu'il y a déjà beaucoup de choses qui vont émerger, on va se tourner vers nos invités fil rouge. Et comme pour le coup, nos invités, enfin nos spectateurs ont joué le jeu, je vous demanderai d'être rapide. Si jamais, je suis la maîtresse des horloges, selon l'expression consacrée, hein, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui aurait le droit à cela. Donc si jamais vous allez un peu trop, voilà, je n'hésiterai pas à vous couper.
Laurent Grand-Guillaume, peut-être on va commencer sur cette question d'employabilité, de qu'est-ce que c'est que le travail, quid de cette division du temps de travail, d'un revenu universel, ça, voilà, ça fait beaucoup de choses, mais je vous invite, voilà, peut-être déjà, qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est que d'être dans l'emploi, sur des territoires aussi qui sont, on est ici dans la Nièvre, on sait à quel point la Nièvre est une région un département qui s'est désindustrialisé, qui perd encore des habitants. Je ne vais pas faire un Gaëtan Gorce me regarde avec un oui, bah oui, malheureusement, je vous en prie. Alors, allumez votre micro. Alors, ouais, c'est ça, exactement. Excusez-moi. Donc oui, merci d'abord. Le travail, d'abord, il doit permettre de vivre dignement. Ça, c'est la base. Hein, parce que dans une ère où l'ubérisation sauvage est présentée comme la solution, il faut revenir à l'essentiel et donc pouvoir vivre de son travail. C'est déjà très important de le préciser. Quant à l'employabilité, pour nous, dans Territoire Zéro Chômeur, avec toutes les associations fondatrices, on pense que personne n'est inemployable à partir du moment où on adapte l'emploi aux personnes. C'est très important. Si on adapte l'emploi aux personnes, ça n'existe pas. L'inemployabilité, c'est un terme techno pour nous laisser penser que des personnes ne pourraient pas travailler et qu'il faudrait donc ne pas les prendre en compte. D'ailleurs, on parle souvent des invisibles à ce titre. Mais en fait, personne n'est invisible. Les personnes sont ignorées, pas invisibles. Elles sont ignorées des institutions, pour la plupart. Témoignage justement d'un jeune qui témoignait là tout de suite et qui nous disait ouais, je demande des formations, il faut passer par telle case. On n'a que des dispositifs descendants et inopérants qui ne conduisent pas au travail. Ça, c'est aussi important de le préciser. Ça veut dire que pour vous, il faut vraiment changer de paradigme et partir du terrain sur qu'est-ce qu'on a comme potentiel pour créer en fait l'emploi en fonction. Il faut partir des besoins des personnes et des besoins des territoires. Quand on part des besoins des personnes et des besoins des territoires, on développe, comme nous le faisons à Prémery, des activités dans le domaine de la transition écologique, de la sécurité alimentaire, notamment les circuits courts et la permaculture, dans le recyclage. À Mauléon, on recycle par exemple les fenêtres, donc le verre des fenêtres. On le recycle dans la filière amont de Saint-Gobain. On a débloqué ça en 2 ans. Oui, c'est très important et ça crée des emplois. Conciergerie de territoire, enfin plein d'activités différentes qui en fait ont un avantage, c'est qu'elles sont des activités avec une forte intensité en travail humain et non délocalisable. Ça, c'est aussi important de préciser. Donc il y a plein d'activités que l'on peut développer, même dans des territoires qui ont été désindustrialisés, comme à Prémery dans la Nièvre, et qui ont une capacité de rebond énorme pour créer des solutions. Et à Prémery, l'entreprise à but d'emploi que nous avons créée, parce que nous, on nous dit souvent, quel est votre taux de sortie ? On n'est pas dans un taux de sortie, nous. On est dans un taux d'entrée. Ça veut dire quoi, un taux de sortie? Voilà, pardon, taux de sortie. pardon. Taux de sortie, c'est en fait, c'est tous les bureaucrates qui pensent que quand on fait rentrer quelqu'un dans une entreprise à but d'emploi, l'objectif, c'est de la faire sortir vers un autre emploi. C'est charmant comme wording. Voilà, on y reviendra, mais nous, notre objectif, c'est l'exhaustivité, c'est de s'adresser à toutes les personnes qui sont privées d'emploi dans le territoire, de leur proposer une solution en contrat à durée indéterminée et de leur permettre, si elles le souhaitent, par la formation, d'aller vers d'autres emplois, mais ce n'est pas le but. Le but n'est pas là. Le but, il est de créer des activités durables, à forte intensité en travail humain et s'adressant à tous. Donc c'est possible. Nous avons démontré qu'il est possible d'éradiquer le chômage longue durée. On l'a fait dans 3 territoires. Donc maintenant, il faudra nous expliquer, puisqu'il y aura un débat parlementaire avec une loi qui arrive au Parlement pour étendre Territoire Zéro Chômeur longue durée, pourquoi on ne le ferait pas dans tous les territoires qui veulent le faire, puisque nous avons démontré que c'est possible. On peut éradiquer le chômage longue durée dans des territoires. Nous l'avons fait. Donc maintenant, allons-y franchement et essayons partout où c'est possible. Sophie Taillebon, qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup de choses ont été dites et très diverses, donc j'ai beaucoup de quoi être inspirée là. Donc on a 1h30. Donc effectivement, moi ce que je voudrais rajouter par rapport à tout ce qui a été dit, c'est revenir sur le revenu universel, parce que je crois que souvent on parle du revenu universel d'ailleurs avec une certaine forme de je ne sais pas comment dire, de passion ou d'y voir des choses qui ne sont pas forcément. Je crois que le revenu universel, ce n'est pas un outil de lutte contre le chômage, parce que, et ce n'est pas non plus un outil qui permet de financer l'oisiveté des uns contre le travail des autres. C'est un outil de transition dans un moment où notre économie va connaître effectivement une transition majeure. C'est un outil de transition pour faire en sorte que le travail au sens de l'activité utile à la société, mais pas forcément rentable dans un modèle économique, puisse être réalisé par les gens et tout en favorisant leur émancipation, parce que
le revenu universel leur garantit des moyens d'existence dignes et leur permet ainsi de se projeter dans un travail au sens d'une activité utile à la société qui n'est pas forcément dans telle ou telle entreprise, qui n'est pas forcément dans tel ou tel secteur, qui par ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, sont dans une grande phase de transition et donc vont réduire leur voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas voir le revenu universel, c'est un nouvel outil de protection sociale, ce n'est pas un outil de lutte contre le chômage. Donc en ce sens, je rejoins la personne qui disait ça ne va pas, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus Sophie la Tallier, mauvaise réponse à d'autres questions. D'autres pays d'Europe, en l'occurrence la Finlande, a expérimenté ce revenu universel et est revenu sur cette expérimentation en disant que finalement ça n'avait vraiment pas fonctionné. Est-ce que pour le coup, nos voisins l'ont mal fait ou comment vous voyez l'instauration de ce revenu potentiellement dans un pays comme la France ? Déjà, je ne le vois pas en un claquement de doigts et en un bouton simple. Il faut évidemment travailler sur l'ensemble des expérimentations qui sont réalisées. Et il y en a quand même qui démontrent que, non loin de réduire les gens à l'oisiveté, au contraire, ça leur donne une capacité de se projeter dans l'avenir et de construire ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils peuvent donc apporter à la société dans le cadre de leurs activités, et tout en leur donnant une garantie. Vous savez, on a beaucoup parlé de bande passante. La bande passante, c'est quand il y a des trucs qui n'arrivent pas à être gérés en même temps. Dans une tête, il y a une bande passante aussi. Et quand on passe son temps à se dire comment est-ce que je vais faire en sorte d'avoir bouclé mon dossier pour avoir tel ou tel autre social parce que je dois revenir tous les 3 mois devant l'assistante sociale, la bande passante des gens, elle est un petit peu obnubilée par ça et c'est difficile de se projeter. Quand on est dans l'urgence, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quand on est dans l'urgence de la survie au quotidien, on ne peut pas se projeter sur bien sûr la recherche d'un emploi, la pérennisation d'un projet de formation, etc. Et puis on est sans arrêt aussi sous l'injonction du si vous êtes au chômage, ça doit quand même un petit peu être de votre faute. Et ce qui est intéressant dans le territoire zéro chômeur, c'est justement de partir de ce que les gens savent faire et ont envie de faire. Et souvent, très souvent, presque tout le temps, c'est utile au collectif, à la société. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Mais j'ai une deuxième inspiration, et peut-être vous me redonnerez la parole plus tard, bien sur sûr. le partage du temps de travail. Bien sûr. Alors, peut-être, je vous en prie, on va continuer notre tour de table. Jean-Baptiste Barfetti. Merci beaucoup. Moi, par rapport à ce qui a été dit, je pense que, notamment pour répondre à Dame qui disait qu'il faudrait nous montrer comment on peut faire pour sortir du chômage de masse, je pense qu'on a besoin d'une conversion philosophique, mentale, puisque aujourd'hui, l'assurance chômage et tous les dispositifs d'emploi sont le parent pauvre de la protection sociale. Il y a vraiment très peu de financement par rapport à ce besoin, si on compare aux besoins de retraite, qui représente quelque chose comme 46% des prestations sociales. Le besoin santé, on doit être à une trentaine de pourcents, 200 milliards. Le chômage, on est seulement à 6% des prestations sociales. Alors qu'en fait, si on faisait un sondage ici et qu'on proposait aux gens de répartir, peut-être que, vu la place que ça prend dans la société, dans la vie de certaines personnes, peut-être qu'ils auraient une part plus importante du gâteau que ces 6%. Qui savait pour la part ces 6% dans les prestations sociales? Quelqu'un le savait ou pas? Non, mais Oda, combien il faudrait? Alors là, qui est plutôt sur 200 millions 200 millions. Alors, on ne va pas s'en sortir, mais pour le coup, c'est vrai que c'est assez étonnant les chiffres que vous nous donnez. Comment vous expliquez cette disparité? Alors, pour moi, c'est un reste de la philosophie individualiste darwinienne du 19e siècle, où, en gros, c'est la faute des personnes. Et on entend souvent des discours à droite disant il y a des fainéants. À droite seulement? Je ne sais pas, je n'ai pas fait. Disons qu'il y en a peut-être plus d'un côté que de l'autre. Et pour moi, c'est un reste de cette philosophie du 19e siècle qui était contre beaucoup d'éléments de la protection sociale. Et au fur et à mesure, on a réussi à rendre tangibles ces besoins. Le besoin de retraite, finalement, c'était le plus tangible parce que c'est presque une épargne individuelle pour ces vieux jours. Ensuite, on a vu, par exemple, avec les travaux de Pasteur qui ont beaucoup inspiré, et on le voit avec le Covid, la contagion. Et donc, on se dit, finalement, même les riches, ils ne vont pas s'en sortir tout seuls dans leur tour d'ivoire. Ils vont avoir besoin de cette solidarité. Donc, sur la santé, on voit ce besoin. Sur le chômage, c'est moins palpable pour le voisin.
Et pourtant, c'est un peu ce que cherchait à faire Territoire Zéro Chômeur. Dans les estimations au départ d'ATD Quart Monde, ils avaient essayé d'intégrer, par exemple, la réduction de la délinquance ou un mieux vivre ensemble dans les micro-territoires. Voilà. Et à mon avis, c'est très important d'arriver à dépasser cette optique darwinienne et de voir que ce n'est pas seulement de la responsabilité des personnes. Et donc, pour rebondir sur une des choses qui a été dite, je crois que c'est le président du conseil départemental, le mot d'employabilité. Monsieur Grand-Guillaume disait l'inemployabilité, ça n'existe pas. J'irais plus loin, je dirais l'employabilité, ça n'existe pas. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on dit à un chômeur de longue durée, par exemple ici, bah actuellement, vous n'êtes pas employable. Il vous faut tant de mois de formation. Mais en fait, on le met dans un autre territoire, en Vendée ou ailleurs, en fait, il trouvera un emploi facilement. Donc, moi, quand je travaillais dans l'insertion par activité économique, que vous devez sûrement bien connaître, on travaillait donc avec des associations, avec des bénéficiaires. Et bénéficiaires, il y en a un qui nous a dit, on n'est pas éloigné d'emploi, c'est l'emploi qui, dans certains cas, est éloigné de nous. Voilà. Et donc, moi, je répondrais qu'il ne faut pas voir cette question d'employabilité, mais plutôt repasser à responsabilité sur la structure. Est-ce que, collectivement, en tant que société, on est capable de donner du travail au maximum de gens possible dans la société? Est-ce qu'on est capable d'utiliser des besoins non pourvus pour y répondre avec cette main-d'œuvre? Et dans une entreprise, est-ce que les entreprises ne devraient pas davantage se soucier de cette question d'employés autour d'eux? Manon Aubry. 1, 2, oui, ça marche. Bonjour à tous, d'abord, et merci pour l'invitation. Je vais essayer de rebondir sur les premières interventions, à la fois votre expérience, madame, on a tous, en fait, autour de nous, des personnes qui ont connu nous-mêmes des expériences traumatisantes face au chômage. Et le chômage, on le prend souvent comme l'outil statistique. En fait, sous les radars, il y a énormément de personnes qui passent sous les radars. Et là, en l'occurrence, ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est plus de 600 000 emplois qui ont été détruits. Donc vous avez 600 000 emplois qui ont été détruits, essentiellement des intérimaires, des boulots qui sont difficiles à compter. Vous rajoutez à ça le cas des jeunes, pour rebondir, je me permets de te tutoyer sur ton intervention, on a 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail dans un contexte de crise économique, et dont, alors qu'on sait que le chômage, il est structurellement 2 fois plus élevé pour les jeunes. Donc c'est clair que, je ne sais plus, une des premières interventions, on disait, franchement c'est difficile, comment on fait? Du coup, ça me permet de rebondir sur l'intervention, du coup, qu'a fait le gouvernement? C'est clair qu'avec le plan de relance, il a raté son coche. Il a raté son coche parce qu'en aide directe à la demande, c'est 800 millions sur les 100 milliards. C'est 0,8% qui est à la demande. Le choix du gouvernement reste une politique de l'offre. Pensez qu'en faisant des cadeaux aux entreprises, alors, comme de manière magique, le carnet de commandes de ces entreprises va être rempli, alors que c'est là tout l'enjeu. Et donc, ça me permet d'arriver tout de suite à, moi, 2 propositions qui sont, à mon sens, les plus pertinentes et qui me rendent quand même optimiste, parce que finalement, j'ai fait cette introduction de manière un peu pessimiste, mais qui me rendent optimiste. D'abord, et vous l'avez très justement dit, je crois que c'est vous, madame, sur la réduction du temps de travail. Alors moi, j'étais pas très grande quand les 35 heures sont passées. C'est mon homonyme. Alors s'il y en a qui se posent encore la question, je ne suis pas de sa famille. Normalement, cette question est plus ou moins réglée. Mais à l'époque des 35 heures, quand les 35 heures ont été débattues, bon, je vous enlève toutes les réactions réactionnaires que ça avait pu causer à l'époque, mais quand même, dans les 20 dernières années, c'est la politique la plus créatrice d'emplois que nous avons. Et que s'il y a bien quelque chose qui peut nous unir pour le coup à gauche, c'est la question de la réduction du temps de travail. Mais à l'époque, autant que je me souvienne, et vous allez me dire si je me trompe, s'il y en a qui se souviennent d'autre chose, on n'a jamais présenté ça comme un outil écologique. C'était juste, il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde, donc on le partage. Je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec la crise économique que nous sommes en train de connaître, mais c'est encore plus vrai dans le cadre des limites planétaires. Et donc la réduction du temps de travail, pour moi, c'est une revendication sociale, c'est aussi évidemment une revendication féministe, mais c'est aussi une revendication écologiste. Pourquoi une revendication féministe? Féministe, parce que évidemment, quand on a dans un couple ou dans un ménage
moins de temps consacré au travail, alors on a plus de temps pour faire autre chose, et notamment s'occuper de la famille. Et quand on a plus de temps pour faire autre chose, on a aussi plus de temps pour éviter de prendre du tout cuit, pour se faire à manger, pour prendre des mobilités douces, peut-être plus lentes, mais moins polluantes. Et donc, la réduction du temps de travail, à mon sens, devient une revendication nécessaire, indispensable, et l'horizon de la gauche en matière écologique. Et c'est le combat que nous devons mener à l'heure actuelle, parce qu'à mon sens, quand on parle de revendication écologique et sociale, la réduction du temps de travail est la meilleure. Il y a tous ceux qui nous disent non, c'est pas possible, etc. D'abord, il y a des études, notamment en Suède, qui ont prouvé qu'une baisse de 1% du temps de travail diminue de 0,8% les émissions de gaz à effet de serre, toutes choses égales par ailleurs. Et deuxième chose, on nous dit, mais attendez, mais du coup, on va produire moins. Déjà, est-ce que l'objectif, c'est de produire plus? Et je rappelle qu'on est quand même un des pays les plus productifs au monde. Donc si on baisse de 2 heures le temps de travail, on est toujours plus productif, on produit toujours plus que les Anglais. Donc autant réduire le temps de travail, à la fois pour des raisons écologiques et des raisons sociales. Et après, je reviendrai peut-être sur la question de l'employeur en dernier ressort et la garantie à l'emploi, qui est à mon sens une proposition assez complémentaire de la réduction du temps de travail. Mais comme je veux respecter le temps de parole. C'est ça, exactement. Et on va passer la parole à Gaëtan Gors. Pour le coup, cette idée de réduction du temps de travail, est-ce qu'elle n'est pas finalement déjà à opérer, puisque le temps partiel subi et de facto, et on sait à quel point il explose, notamment, on évoquait, madame nous parlait en fait des CDD, de l'intérim, etc. C'est déjà une réalité pour la plupart des Français, ce temps partiel subi. Donc de fait, est-ce que cette réduction du temps de travail, ce n'est pas juste en fait une formalité à mettre en œuvre? Alors, vous disiez que j'étais sénateur, j'ai été député aussi. Il se trouve qu'en étant député, j'étais rapporteur de la loi 35 heures. Donc, voilà, ça crée une petite différence d'âge entre nous. Mais ça m'a permis aussi de regarder cette affaire de manière assez proche. Et c'est vrai que les arguments employés à l'époque n'étaient pas de partage de l'emploi, mais de créer une dynamique autour de l'emploi à travers la réduction du temps de travail, une autre organisation du travail, une autre organisation du temps pour les ménages et une organisation du temps libre. Toutes ambitions qui n'ont malheureusement pas pu être confirmé tel qu'on l'avait souhaité, parce que ça n'a pas duré très longtemps. Dès 2002, d'abord dès 2001, il y a eu des inflexions, et dès 2002, la dynamique a été stoppée. Alors pour autant, est-ce que c'est la solution à laquelle il faut réfléchir aujourd'hui? Est-ce que c'est dans cette direction qu'il faut aller? Je pense qu'il faut peut-être, si je puis me permettre, et vous me coupez, Nora, si je suis un tout petit peu trop long, ce qui est peut-être une mauvaise habitude prise par le passé. Je crois qu'il faut avoir deux éléments en tête quand même avant d'aborder cette question. Le premier élément, c'est qu'on parle d'un chômage de masse. Ici, dans ce département, Alain Lassus l'a évoqué tout à l'heure, on s'est battu, on se bat toujours pour essayer de trouver des solutions, mais on est confronté à des tendances lourdes contre lesquelles les initiatives qu'on peut prendre butent et ne produisent que des effets limités au regard de ce qu'on pourrait en attendre. Les tendances lourdes, il faut les avoir en tête. Le chômage, son explosion en France, son début, c'est le milieu des années 70. C'est la première puis la deuxième crise pétrolière. Les élections de 80 se font autour du million de chômeurs. 2 à 3 ans plus tard, on est presque aux 2 millions et on arrive aux 3 millions avec le second choc qui a été celui des années 90, la crise de 92-93 et les conséquences politiques aussi qu'on en a connues. Et depuis, on a dépassé la barre des 3 millions et on a du mal et on tourne autour des 10% de chômeurs, un peu plus, un peu moins selon la période. C'est-à-dire que ce pays, on pourrait prendre une formule un peu brutale, crève de son chômage depuis maintenant près de plus de 30 ans, presque 40 ans, c'est-à-dire que ça a bouleversé complètement la donne sur le plan de la confiance que peuvent avoir évidemment les uns et les autres dans l'avenir, sur le plan des capacités de financement du pays, sur l'emploi de nos ressources. C'est une difficulté majeure qui tient à deux choses. La première, à la dynamique démographique qui a été la nôtre. Ce pays a une vraie dynamique démographique, cela devrait être une bonne chose, c'est une bonne chose, sauf que les emplois n'ont pas progressé au même rythme. Ce qui veut dire que l'enjeu numéro un, me semble-t-il, encore aujourd'hui, et c'est compliqué à dire dans la période, mais c'est nécessaire de le faire, c'est la capacité à soutenir un appareil de production qui doit créer plus d'emplois. La manière de le faire, on peut en discuter. Le plan de transition, on peut également en parler. Il faut évidemment favoriser le plus possible les mutations des secteurs qui sont, sur le plan écologique, confrontés à des besoins de transformation. C'est vrai dans l'automobile, c'est vrai dans l'aéronautique, sur lesquels il y a des efforts considérables à faire et qui n'ont pas été mis en place dans le cadre du plan annoncé par le gouvernement. Il n'y a pas eu de contrepartie dans ces domaines. Il faut donc l'accompagner d'une volonté de transition. Mais un soutien fort à l'activité, c'est évidemment ce qui manque le plus et ce qui a manqué le plus au cours des 30 dernières années. Le plan qui est lancé aujourd'hui, il aurait fallu le lancer beaucoup plus tôt, il aurait fallu sans doute l'imaginer à l'échelle européenne, et il est regrettable que les gouvernements précédents ne l'aient pas fait, n'aient pas mobilisé ces moyens, et qu'on le fasse aujourd'hui dans la situation... Gaëtan Gors, vous savez qu'il n'y a pas d'argent magique, ça suffit.
Oui, enfin, on en trouve aujourd'hui. La preuve. Et il était nécessaire. Le second élément qu'il faut avoir en tête, c'est que l'emploi s'est profondément transformé aussi durant cette période. On n'est plus du tout dans les schémas que l'on pouvait avoir auparavant. On imaginait de l'emploi industriel dans les grandes entreprises, ni de l'emploi qui pouvait correspondre à des activités de production traditionnelles. Si on regarde bien l'évolution de l'emploi au cours des 30-40 dernières années, le nombre de cadres a été multiplié par 3, les professions intermédiaires à peu près par 2, les professions employées ont augmenté de 50% et les professions ouvrières ont diminué d'1 tiers. Et la caractéristique des professions ouvrières, ça n'a plus rien à voir avec l'ouvrier de production traditionnelle, même si ça reste, parce que notre industrie a perdu près d'1 tiers de sa valeur ajoutée, donc c'est beaucoup affaibli. Ce que j'entends dans ce que vous dites, pardon de vous couper, Gaëtan Gors, c'est, on va rendre hommage à David Greber qui est décédé cette semaine, c'est qu'on a créé des bullshit jobs et que de fait, l'employabilité, même si ce mot, je comprends qu'on puisse le rejeter, est forcément plus difficile à mettre en œuvre dans une société dont l'avènement de ces jobs à la con, en fait, a fait que, voilà, pour les populations qui sont le plus loin, qui ne sont peut-être pas assez formées, il y a une inadéquation, c'est ça que vous voulez dire? Ce qu'il faut entendre, c'est 2 choses. La première, c'est qu'on n'a pas assez soutenu notre industrie et l'activité économique au cours des dernières années et qu'il faut le faire maintenant de manière forte, notamment à travers l'investissement, parce qu'il faut se redonner une capacité de production en tenant compte des enjeux écologiques qui sont les nôtres, donc de la mutation à effectuer. Le deuxième élément, c'est comme la transformation de l'emploi s'est faite, le chômage joue au détriment des non-qualifiés, parce qu'il y a une inégalité devant le chômage qui est majeure. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas menacé de la même manière par le chômage ni touché. C'est d'abord les gens qui ont une qualification faible ou pas de qualification, et les perspectives d'emploi dans les territoires, comme au plan général, sont relativement limitées. Il faut donc les réfléchir à la manière dont on travaille à la reconversion de ces personnes, où on offre des emplois moins qualifiés pour des personnes qui pourraient les occuper, notamment dans des domaines correspondant au service, mais ce qui suppose un énorme effort de formation. Dernier point, puisqu'on a commencé par les 35 heures, je finirai par là, parce qu'on est forcé de parler très vite. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut présenter la réduction du temps de travail comme une solution? Je ne serais pas forcément d'accord avec Mme Bry sur ce point. Évidemment, dans la perspective générale du moyen à long terme, bien sûr, c'est dans cette perspective qu'il faut aller. C'est comme ça qu'on a réussi à surmonter la différence entre l'augmentation des emplois et l'augmentation de la population, en tout cas qu'on a limité les effets. Mais aujourd'hui, si on devait mettre en place une politique de réduction du temps de travail immédiatement, dans le cadre du contexte où nous nous trouvons, c'est-à-dire avec une réduction de l'activité de plus de 10% de notre richesse nationale, ce serait une catastrophe pour l'économie, il faut le dire très clairement. Nous ne pourrions pas supporter à court terme une politique de cet ordre. C'est donc dans une autre direction qu'il faut réfléchir, même s'il faut placer la perspective de la réduction du temps de travail dans un projet politique de moyen terme d'une autre société qu'on veut construire. Et c'est là où on a une difficulté, c'est que nous aurions eu ce débat l'année dernière dans le contexte que nous connaissions, nous pouvions parler des 4 jours, nous pouvions parler des 32 heures sans difficulté. Pardon, mais la Nouvelle-Zélande le fait, il y a plein de pays qui le posent. Je vous donne mon avis. Voilà. Je vous donne mon avis. Nous l'écoutons. Je ne prétends pas qu'il est meilleur qu'un autre. Je vous donne mon avis. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que ce serait impossible, en tout cas que ça ne répondrait pas aux enjeux du moment. Alors, il y avait des questions par ici ou des remarques. Monsieur. Alors moi, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vraiment sur la mutation un peu de tous ces emplois et cette mutation vers le numérique. Donc moi, je travaille dans l'insertion sociale professionnelle auprès des missions locales et en fait, ce basculement vers le numérique vient engager pas mal de jeunes et surtout des personnes en manque de qualification, en concurrence directe avec l'industrie. Donc, comme vous avez pu le souligner, le marché du travail a fortement évolué. Et en fait, l'industrie a d'abord, on va dire, épongé le chômage. Et ensuite, maintenant, tout l'aspect service, donc les grandes surfaces, sont venus récupérer cette main-d'œuvre très peu qualifiée. Et maintenant, les personnes qui sont très peu qualifiées se retrouvent directement en concurrence avec l'automatisation qui a produit justement des dégâts énormes dans le monde, dans l'industrie. Et justement, moi, j'aimerais surtout aussi mettre un point d'exclamation autour du chômage. Ces personnes-là qui vivent qui vivent dans la disqualification seront forcées de se tourner vers le chômage comme justement une protection sociale et vont l'utiliser. Donc moi, je rencontre beaucoup de jeunes et surtout des jeunes de ma génération parce que voilà, j'ai 25 ans. À partir de 20 ans, ils vont travailler pendant 2 ans et au bout de 2 ans, ils vont toucher le chômage et ça va leur permettre justement de parfois se réaliser eux-mêmes, de trouver un travail passion et d'éviter
société et de ne pas s'inscrire dans une carrière, comme on peut le voir, on va dire, de manière plus classique. Et ils vont chercher à multiplier des petites expériences qui vont les faire vivoter. Donc le chômage, il peut être vu comme un traumatisme, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'est pas forcément vécu comme un traumatisme, mais comme aussi un moyen de se libérer justement d'une société qui pousse à se tourner vers des métiers qui, justement, pour reprendre l'intervention, qui ne permettent pas de vivre dignement. Et pardon, vous êtes où du coup, monsieur? Alors moi, je suis dans la région de Saint-Quentin en Yvelines, et donc j'interviens sur les territoires de Trappes en particulier, et des villes alentours comme Plaisir et Montigny, donc toute cette région-là. Donc plutôt quartier populaire en plus. Ouais, donc plutôt quartier populaire. Mais ces quartiers-là, pour en venir un peu à cette thématique, c'est aussi une question de cote. Vous avez dit qu'on évolue vers des emplois de cadres, et les emplois de cadres, avant de demander des qualifications, on va dire des savoir-faire, ils demandent avant tout du savoir-être. Et ce savoir-être, il est vraiment central dans la recherche d'un emploi. Et le problème, c'est que beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes moins jeunes aussi ont un manque de savoir-être. On parle de code plus régulièrement, mais ce savoir-être, il doit être construit, et il est plus important maintenant que le savoir-faire. Alors peut-être une réaction tout de suite de Sophie Taillé-Poyan là-dessus. Je crois que c'est Gaëtan Gorce qui a le micro. Oui, sur les questions de formation professionnelle, parce que c'est aussi ce dont parlait un autre intervenant. Je pense qu'il faut maintenant qu'on ait, premièrement, un grand service public de la formation professionnelle. On a été dans une phase de privatisation totale et à outrance de la formation professionnelle, avec des dérives terribles et avec des taux de sortie, pour reprendre le truc, c'est-à-dire est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ça marche, qui sont quand même très très disparates. Bon. On a confié aux régions qui finalement font quoi? Passent des appels d'offres à des boîtes privées. Mais quel contrôle y a-t-il vraiment sur ce qui est enseigné? Et quel contrôle y a-t-il vraiment sur la qualité du suivi? Aucun. Et notamment, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose qu'on pourrait faire, c'est remettre l'AFPA, qui est un corps qui existe encore, mais qui a été durement touché ces dernières années, justement par la libéralisation de la formation professionnelle, qui jusqu'à présent avait au moins un site dans chaque département. Maintenant, on n'y est plus. Et qui avait des plateaux techniques pour former, qui étaient d'une très très grande qualité, qui avaient des capacités d'accueillir en hébergement des jeunes, qui avaient un suivi social complet des personnes, et notamment des jeunes, mais aussi des gens qui voulaient changer de métier. Et voilà ce qu'il faut aujourd'hui, c'est reprendre la main sur la formation et arrêter cette libéralisation à outrance, qui fait que c'est un marché très juteux, mais où véritablement, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier la qualité des formations? On fait passer un petit test à la fin, est-ce que vous êtes content de votre formateur? Oui, non. Et en réalité, on est sur, vous avez fait une formation, vous avez des compétences. Mais les salariés, ils ont besoin de qualifications qui puissent aussi être un véritable passeport pour des emplois de qualité, rémunérés dignement. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et ça, c'est pour tous les âges de la vie. Parce qu'on l'a dit, des mutations, des transformations importantes de notre secteur économique sont à l'œuvre et doivent l'être encore davantage. On doit arrêter de les subir, comme ça a été dit, sur la question de la désindustrialisation. On doit arrêter de la subir. Ces mutations, on doit les anticiper pour la transition écologique. Sur basculement numérique aussi, il y a un véritable enjeu, et là, ça dépasse même les questions d'emploi et de travail, d'un service public aussi qui accompagne, et l'école aujourd'hui ne le fait pas assez. Finalement, moi, je trouve que dans chaque ville où il y a une école, il devrait y avoir à côté un espace de familiarisation avec le numérique pour lutter contre la fracture numérique. C'est le retour de l'écrivain public, presque. Je rappelle juste un chiffre. Mais bien sûr. Une personne sur 5 en France, une personne sur 5 en Europe est en situation d'illettrisme fonctionnel. Il y a l'électronisme qui se rajoute. Et non seulement il y a ce rapport, je dirais, à la machine, au logiciel, etc., mais aussi qui devrait être présent dans ce grand service public, déployé dans tous les territoires, c'est l'éducation citoyenne aux véritables dangers et aux véritables opportunités que ce basculement numérique opère. Donc il y a des choses à faire pour l'État, pour les collectivités, dans chaque territoire, pour accompagner chaque citoyen. Et on en a les moyens, j'entends donc. Cet argent, en fait, qui a été
cette délégation de service public en fait, des régions sur la question de la formation, elle pourrait être fléchée vers un service public de la formation, vers ce type d'accompagnement. J'entends dans ce que vous dites en fait que c'est une question de fléchage et pas de moyens. C'est certainement aussi une question de moyens. Je Ouais. veux dire, il ne faut pas non plus faire semblant qu'on va faire juste du redéploiement. Il y a besoin d'investissement public, il y a besoin effectivement d'aider. Mais quand on voit le plan de relance avec, encore une fois, des baisses d'impôts pour les entreprises sans contrepartie, on se dit que ce serait peut-être mieux de mettre l'argent véritablement sur des projets, peut-être publics, peut-être aussi associatifs, parce qu'il y a toute la question d'autres secteurs de l'économie qui ne sont pas forcément directement publics, et je pense bien sûr à l'économie sociale et solidaire. Mais là, on sait à quoi sert l'argent à la fin, c'est-à-dire pas à soutenir le capitalisme financier, mais à soutenir véritablement notre développement, mais pas notre développement en dehors de la conception des limites de la Terre, notre développement en harmonie avec les limites de notre planète. Peut-être Laurent Grandguillaume sur la question des savoir-être. Comment on fait justement quand... et monsieur, pardon, je n'ai pas votre prénom. Christopher nous le disait. Comment on fait justement pour accompagner dans l'emploi des personnes qui, pour le coup, voilà, ont peut-être des savoir-faire, mais n'ont peut-être pas assez de savoir-être dans le monde de cadre dans lequel nous vivons. Or, il existe des expérimentations intéressantes sur l'accompagnement, en particulier de jeunes dans des entreprises, sur une forme de mentorat. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes qui sont faites, mais qui ne sont pas, on va dire, faites à l'échelle. Elles sont faites sur des petits territoires et qui fonctionnent bien, tout simplement pour pouvoir appréhender les différents codes de l'entreprise. Et puis après, il y a beaucoup de freins culturels aussi. Beaucoup de freins culturels qui peuvent être liés à différentes questions, mais on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des freins économiques et sociaux, mais peu des freins culturels. C'est un sujet qui est abordé notamment par William Julius Wilson, très intéressant. Et vous pouvez nous les définir ? En fait, lui, ce qu'il dit, puisqu'il a beaucoup travaillé sur la question des ghettos noirs aux États-Unis, c'est un sociologue américain et qui a évolué à Chicago. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fonction de son origine sociale, bien sûr, il y a des freins sociaux, mais il peut y avoir aussi dans un territoire, de par les connaissances que l'on a, de par le milieu dans lequel on est, des formes d'autocensure aussi. C'est-à-dire le fait que, quelque part, on ne sait même pas que ça existe déjà. Donc finalement, on ne va pas vers ce champ des possibles parce qu'on ne le connaît pas. On n'a pas d'exemple autour de soi de réussite dans tel ou tel domaine. Je veux dire, quand vous n'avez pas dans votre famille des professions libérales, de médecins, etc., vous allez essayer de faire médecine. Vous pouvez sans doute être très bon dans un domaine scientifique ou autre, mais avoir des blocages qui vont être liés au fait que vous n'avez pas le réseau. Ça a été très bien développé par Pierre Bourdieu aussi. D'ailleurs, William Julius Wilson connaissait très bien Pierre Bourdieu. Mais voilà, ce sont des vrais sujets qu'on aborde peu souvent. On est souvent sur des sujets macroéconomiques avec des grandes tendances, des flux à mettre en place. Bon, d'ailleurs, ça ne marche pas parce qu'en fait, c'est fait à 4 autour d'un bureau dans un ministère. Voilà. On ne se pose même pas la question des besoins des personnes, encore une fois. Appuyons-nous sur des expériences justement territoriales qui existent dans le champ associatif et qui, dans ce domaine, déjà apportent des preuves. J'ai en tête un exemple en Seine-Saint-Denis qui est mené en ce moment. Je pourrais vous mettre en relation avec la personne qui le fait. Et c'est très intéressant, cet accompagnement dans l'entreprise. Voilà. Et après, sur l'automatisation, rapidement aussi, le numérique, c'est un sujet aussi important parce que le numérique se développe. Les entreprises développent le télétravail, ok, le travail à distance, mais attention, s'il n'y a pas des formations, on va dire, intéressantes qui apportent des compétences aux personnes sur la question du numérique, on va se retrouver là aussi avec de fortes inégalités entre les personnes. Et il ne faut pas se leurrer, l'automatisation va continuer, les destructions d'emplois vont continuer par l'automatisation. Et moi, je suis plutôt d'avis sur la question, par exemple, elle est liée de la réduction du temps de travail, d'y aller malgré le contexte, parce que ça peut donner aussi une perspective politique, au bon sens du terme, de projet de société. Voilà, et je crois que de toute façon, avec l'automatisation, on va vers la destruction massive d'emplois. Oui, on y reviendra plus longuement. On le sait. Donc, on y reviendra plus longuement sur la question de l'automatisation. Monsieur.
Oui, on a parlé du coup de formation tout au long de la vie, etc. Mais j'aimerais bien du coup qu'on aborde un sujet qui pour moi est assez important, c'est la question des bacs professionnels. Parce que le bac pro, c'est globalement là où tous les prolos sont. Hein. Quand on regarde un petit peu le pourcentage, il y a beaucoup de gens qui sont issus des milieux populaires qui sont en bac pro, choisis ou forcés d'ailleurs, mais ça c'est peut-être une autre question, avec tout un discours politique, notamment de Jean-Michel Blanquer, mais il n'y a pas que lui évidemment, qui loue la formation professionnels, etc., mais qui ne mettront jamais leurs enfants de manière générale. Notamment, il y a également une réforme assez récente du bac professionnel où finalement, là, on envoie des jeunes en entreprise sans un seul cours sur le droit du travail, par exemple. Enfin bref, sur des choses qui sont assez... voilà, on essaye de leur inculquer le savoir-être, justement, j'ai entendu parler de ça, de l'entreprise, sauf qu'on oublie peut-être que c'est avant tout des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans. Et justement, quelle perspective pour ce bac pro, pour les gens qui souhaitent apprendre un métier, mais pas que ça aussi, qui souhaitent s'émanciper de leurs conditions et s'émanciper et grandir tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, politiquement, pour apporter des réponses à ce niveau-là? Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis du coup. Merci beaucoup. On continue. Madame. Alors, moi, j'ai 3 points que j'essaie d'évoquer rapidement. Je me hérisse à la question du savoir-être en tant qu'historienne. Je rappelle que ça a été tout le problème de comment, pas très loin, à Montceau-les-Mines, au début du 19e siècle, comment faire savoir-être des paysans à des ouvriers. Je vous rappelle Michelin et son unique horloge et les heures de migration pendulaire de tous les prolétaires qui allaient travailler chez Michelin. Donc la question du savoir-être est une inculcation de quelque chose. On ne va pas le discuter, mais je veux dire, faisons attention quand on parle de savoir-être dans une société qui est de plus en plus policée et où il est impossible de dire merde sans se retrouver effectivement éventuellement mal vu. Donc la question, nous parlons tous assez policés, l'entreprise demande du polissage et sachons jusqu'où on va dans cette question de savoir-être. Peut-être c'est une question aussi pour combattre le chômage de masse, d'admettre que des gens ne se comportent pas obligatoirement et ne sont pas obligatoirement formés, formables et formatables. Je rappelle que c'est à peu près la même racine. Deuxième point, la question de ce qui a manqué. La crise nous enseigne quoi? La crise, le bordel Covid, là. Ça nous a enseigné quoi? Premièrement, on a manqué de main-d'œuvre agricole. Deuxièmement, on a manqué pour des choix. Main-d'œuvre agricole, c'est un point, et d'agriculteurs paysans, puisque c'est la question qui se pose. Être prêt, produire, aller en circuit court. Un établissement, et par ailleurs, on a plein de gens qui ont des aspirations. Alors, je ne prône pas le retour à la terre, vous rassurez-vous, le maréchal n'est pas là. La question, c'est qu'a priori, on a des tas de gens qui aujourd'hui ont été obligés de se déplacer, et on voit au bénéfice de la période, mais comme on l'a vu en Grèce d'ailleurs, dans la période la pire, un retour à une agriculture paysanne. Or, on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à revendre leurs exploitations parce que le crédit agricole est leur patron en réalité. Donc, un établissement public de raisonnement sur une agriculture paysanne pour le rachat des terres et des garanties salariales, des garanties de trésorerie pour des nouveaux agriculteurs paysans. On est sur un truc très, à mon avis, très important sur l'emploi dans les territoires, sur l'arrêt de la mort des territoires et sur des aspirations effectivement de la population. Et le troisième point, je rappelle que Greber ne parle pas des bullshit jobs uniquement en cadre. On a aussi la catégorie des réparateurs. Ça emploie des milliers de gens au téléphone. Et c'est des gens qui s'appellent, vous savez, c'est ceux qui nous disent « Nous sommes désolés, nous avons bien pris le machin ». Et ça, c'est des emplois peu qualifiés, de massacres psychiques. Parce que là, pour le coup, c'est pas des troubles psycho, c'est pas des troubles physiques, mais c'est du massacre psychique d'un lumpenprolétariat qui n'a pas beaucoup d'espoir de carrière, il faut quand même le dire. Mais la formation, il suffit de savoir parler. Merci, madame. Merci beaucoup. Mademoiselle.
Merci. Je voudrais dézoomer à nouveau un tout petit peu et remettre sur le tapis cette question de l'écologie, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de ce cadre-là. Je questionne un petit peu ce que disait Monsieur Gors, en fait. Concrètement, non, on ne va pas trouver une solution pour créer plus d'emplois et rester dans le cadre de la transition écologique. Donc la question de la réduction du temps de travail, il faut forcément la poser. Et du coup, pour moi, ça pose... Et c'est pas forcément qu'on va travailler moins. Par contre, ça pose la question d'un nouvel équilibre. Et ça pose la question de l'angle mort du travail domestique. Aujourd'hui, il y a quand même peut-être besoin de repenser tout ce qui est autoproduction, autoconsommation, tout ce qui sort aujourd'hui de la sphère de la croissance, on va dire, qui n'est pas pris en compte dans les comptabilités nationales. Pour des gens un peu bébêtes comme moi, autoproduction, autoconsommation, est-ce que vous pourriez m'expliciter un peu ? Alors, je me disais que j'allais peut-être en parler. Dans mon cas particulier, moi, je suis salariée en CDI. Et comme mon salaire nous suffit, mon mari ne travaille pas. On a fait ce choix-là. Et du coup, lui, ça lui permet de faire du jardin, de faire des conserves, par exemple, de s'occuper de la maison, de faire le ménage, de faire la cuisine. Et il se trouve que cet arrangement-là nous convient bien. Ça pourrait être aussi demi-temps. Enfin, en tout cas, on a décidé de travailler moins. En tout cas, d'être moins employés. Mais en tout cas, on travaille quand même tous les deux. Et du coup, je pense que cette question-là, elle est fondamentale à poser, parce qu'aujourd'hui, c'est de ce nouvel équilibre-là qu'on a probablement besoin pour répondre aux défis écologiques. Et ça répond aussi à des enjeux féministes. Et je rejoins vraiment ce que disait Manon Aubry là-dessus. Je pense que c'est vraiment ça la vraie question à poser. Par contre, je suis d'accord, ça pose la question, que permet l'emploi aujourd'hui ? Et du coup, qu'est-ce qu'il faut poser comme question ? Donc effectivement, aujourd'hui, l'emploi, c'est un lieu de sociabilisation. Ça permet, par exemple, d'accéder à la propriété via un emprunt bancaire, parce que si on n'a pas un CDI, c'est impossible. Ça pose la question du financement de la sécurité sociale, etc. Mais pour moi, c'est ça les vraies questions à poser aujourd'hui. C'est pas comment on va créer de l'emploi, comment on va devenir employable, ou comment est-ce qu'on va relever le défi du numérique. On va prendre une dernière intervention par là-bas. Hop. Personne ? Je vous trouve bien timide pour un samedi matin. Pardon ? Alors, allez-y. Alors, je voulais revenir sur ce qui avait été dit tout à l'heure sur le fait que si on réduit le temps de travail, ça peut diminuer la production. Il a été prouvé aujourd'hui que dans des entreprises comme Microsoft, qui est notamment au Japon, une petite PME. Exactement, qu'en réduisant le temps de travail, cela a augmenté la production en fait, puisque les gens venaient au travail beaucoup plus en forme, beaucoup plus motivés, tandis que après ils s'occupaient aussi évidemment sur le bien-être. Ça permettait aux gens dans la vie quotidienne de pouvoir mieux s'occuper de sa famille, de ses amis, et même d'avoir accès à la culture beaucoup plus. Et on l'a vu, il y a eu l'exemple de la Nouvelle-Zélande, il y a eu là je cite Microsoft, mais moi j'ai travaillé pendant 2 mois à la SNCF cet été, et en voyant les cheminots aujourd'hui sur les décalages horaires et tout ça, je suis complètement persuadé que si on diminue le temps de travail, la production va exploser en fait. Et puis, du coup, il y aura des meilleures rentrées d'argent et les entreprises pourront embaucher aussi par la suite. Merci beaucoup. Un véritable programme politique. Alors, on va vous refaire passer la parole et je vous rappelle qu'il y a des propositions qui ont été mises au débat par l'équipe du Festival des idées. Je vais vous amener en fait à en discuter, mais peut-être... ouais, Gaëtan Gors, sur les 35 heures. Sur le temps de travail, puisque c'est le sujet qui vient d'être réabordé rapidement. Moi, je partage tous les arguments en faveur de la réduction du temps de travail. Si j'étais rapporteur de la loi de 35 heures, ce n'est pas pour le renier aujourd'hui. Je continue à penser que c'est une politique à long terme dans laquelle il faut s'engager. J'appelais simplement votre attention sur le fait que nous sommes supposés réfléchir à des mesures qui sont susceptibles d'être mises en place à court terme pour apporter des réponses aux problèmes auxquels les gens sont confrontés et pas simplement mener une réflexion philosophique. Comment est-ce qu'on a fait les 35 heures en 97-2000 ? On l'a financé par 3 moyens. Des baisses de cotisations pour un tiers, baisses de cotisations sociales qui ne sont plus envisageables aujourd'hui, qui étaient l'élément d'incitation, puisqu'on est déjà à un niveau de baisse de cotisation qui est exorbitant, notamment sur les plus bas salaires.
Une augmentation de la productivité, c'est-à-dire au fond une remise en question des organisations du travail. On a vu à l'époque qu'on ne pouvait pas envisager cela sans une négociation sociale forte qui aujourd'hui est affaiblie. Il faut donc, si on veut le faire, se poser la question de savoir comment on encourage la négociation sociale et par quel biais. Comme on n'a pas l'incitation de la baisse des cotisations, c'est une difficulté. Ça suppose donc une réflexion avec les partenaires sociaux qui soit plus poussée que simplement une invocation d'une réduction du temps de travail. Troisièmement, on l'a financé par la modération salariale. Ce qui n'a pas été sans difficulté, ça s'est passé à l'époque parce que nous étions dans une période de croissance, ça passerait à mon sens plus difficilement aujourd'hui quand la revendication porte d'abord sur le pouvoir d'achat. Et si vous interrogez, puisque c'est quand même une des questions que doit se poser la gauche, l'électorat le plus populaire, celui qui est concerné par ces questions de travail et de pouvoir d'achat, si vous lui parlez de réduction du temps de travail, ce n'est pas sa revendication centrale. Alors on peut effectivement discuter, on peut le regretter. Ce qu'on a vécu dans les années 2000, c'est quand même une contestation très forte de la mesure de réduction du temps de travail par ceux qui étaient supposés en bénéficier parmi les plus modestes et qui ne l'ont pas accepté parce que ça s'est traduit pour eux par une réorganisation du travail, la remise en question des heures supplémentaires, bref, toutes les choses sur lesquelles Sarkozy ensuite a pu rebondir à travers sa proposition démagogique de travailler plus pour gagner plus. Donc moi j'invite simplement, puisqu'on fait de la politique, à essayer de se placer dans une perspective qui intègre cette donnée. Qui plus est, dans un contexte de réduction de l'activité de près de 10% de notre richesse nationale, proposer aujourd'hui une réduction du temps de travail alors qu'il faut relancer la machine est une chose qui ne peut pas fonctionner. Enfin, je veux dire que c'est un calcul mental élémentaire que nous pouvons faire les uns et les autres, et donc on ne peut pas mettre ça dans un programme à court terme. On peut le fixer en perspective, j'y reviens, c'est évidemment la solution vers laquelle il faut aller sur les années qui viennent, et c'est donc dans un projet politique quelque chose qu'on peut défendre. On ne peut pas le présenter comme une mesure à court terme susceptible d'apporter des réponses à la question de l'emploi, ce serait le contraire que cela pourrait produire. Alors on peut encourager la négociation, là encore, inviter les entreprises à le faire. On sait en France combien elles sont réticentes à s'engager dans ce genre de processus, pour des tas de raisons. La première étant qu'elles sont positionnées sur le plan, parce qu'il faut rappeler ces données générales quand même lorsque l'on réfléchit à ces questions. Elles sont positionnées en Europe et sur les marchés internationaux sur des productions qui ne sont pas à très forte valeur ajoutée. Ça veut dire qu'elles sont extrêmement sensibles au coût. On peut le regretter, ce n'est pas la logique économique qu'on voudrait, mais c'est la réalité sur laquelle on travaille. Et donc elles ne sont pas incitées à se lancer dans ces politiques parce qu'elles craignent les conséquences. Ensuite, on est sur les organisations du travail en France, qui est regrettable. On a échoué dans les années 2000 à les faire changer, qui sont des organisations qui sont plutôt verticales et plutôt, ça va être un peu sévère, mais disciplinaires, que sur des organisations, même si ça évolue et heureusement, mais par rapport à d'autres pays européens, on est en retard par rapport à cela, surtout, plutôt que sur les organisations plus souples et négociées, dans lesquelles chacun peut faire valoriser un petit peu sa compétence. Ce n'est pas notre situation. Ça veut dire que c'est plus compliqué pour nous, compte tenu de la rigidité des organisations, de réussir une direction du travail. Ça prendra donc du temps. Et on a vu dans la fonction publique, dans l'hôpital, la difficulté, même les problèmes que ça a soulevé, parce qu'on n'a pas su le gérer, parce qu'on n'a pas pris en compte cette rigidité. Donc si on n'intègre pas tous ces éléments, on peut évidemment évoquer des mesures phares qui font plaisir, parce que c'est facile de dire 32 heures, 4 jours, etc. Mais il faut savoir que ça ne produira pas les résultats qu'on attend et surtout ne convaincra pas les électeurs autour de ces solutions. Présentons-le comme un projet de société. Notre projet de société, c'est d'aller vers une réduction du temps de travail. C'est une société dans laquelle le travail tira moins de place, mais ne le présentons pas comme une solution à court terme. Oui, alors Gaëtan Gors, moi, ce que j'entends, et on va passer la parole à Manon Aubry et à Sophie Taillé-Popolion après, mais en gros, mesdames, il va peut-être falloir arrêter de rêver et être un peu pragmatique. J'aime bien recevoir ce genre de leçons. Moi qui pensais être consensuelle et avoir une proposition, y compris dans le cadre d'une dynamique en commun à gauche, bon, malheureusement, je me suis peut-être trompée. Non, pas du tout, c'est juste qu'il faut convaincre. Et mais il ne suffit pas de rêver. Pour répondre, ce que j'entends dans ce que dit Gaëtan Gors, c'est possible. Je vais dans un calendrier. Je vais essayer de vous prouver sur la faisabilité pratique. D'abord, à mon sens, comment ça devrait être mis en place. Je parlais tout à l'heure de l'État employeur en dernier ressort. Je pense que ça doit être une politique concomitante à la réduction du temps de travail. Je ne vais pas aller trop dans les détails sur l'État employeur en dernier ressort, mais je trouve qu'elle a l'intérêt d'une politique qui aussi prend en compte la dimension écologique. De nouveau, parce que je pense que ce n'est plus le temps de séparer ces deux enjeux. L'État employeur en dernier ressort, bon, il a été théorisé par le Modern Monetary Theory aux États-Unis. Et souvent, c'est Alexandria Ocasio-Cortez, on présente, ça s'est traduit par le Green New Deal aux États-Unis, on le présente comme un grand plan d'investissement. En fait, c'est d'abord un plan pour l'emploi, où finalement, on étend quasiment le territoire zéro chômeur en partant des besoins
et des compétences. Donc on part des compétences des gens et des besoins de la population, y compris définis de manière territoriale, pour donner un emploi à tout le monde. Pourquoi je dis ça dans le cadre de la réduction du temps de travail? Parce que ça veut dire changer la manière dont on travaille et redistribuer le travail pour des emplois qui sont utiles. Je ne sais plus qui tout à l'heure parlait, oui, on a besoin de l'emploi dans l'agriculture. Par exemple, si demain on voulait faire de l'agriculture biologique, oui, il faudra plus de gens qu'on mettra au travail et donc le volume de travail ne sera pas forcément inférieur. Donc ça donne une possibilité de le faire. Et maintenant, qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire concrètement ? Si je comprends bien, ce qui nous empêcherait, Gaëtan, de le faire concrètement, c'est la question du financement. Et là-dessus, désolé, mais je suis en profond désaccord. C'est sans cesse ce qu'on répond à la gauche depuis des décennies sur chaque politique sociale que l'on veut mener. Non, c'est pas possible. Le fameux « il n'y a pas d'argent magique ». Alors, il y a plein de pistes de financement. Commençons par être un peu créatifs dans le cadre de la politique monétaire. Et là, pareil, je m'inspire du MMT, de cette théorie aux États-Unis, qui est une théorie, mais qui est quand même un peu pratique dans ce que propose Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez sur la mise à contribution de la politique monétaire. Et que oui, quand on fait un grand plan d'investissement, je veux dire 100 milliards d'euros, ok, sur les plateaux télé, on va vous dire c'est pas assez, c'est sur 2 ans, donc c'est que 2% du PIB par année, et on est loin des 10% de PIB qui ont été perdus. Mais quand même, 100 milliards d'euros, c'est pas rien. Alors si on utilisait ces 100 milliards d'euros à, en effet, aider les entreprises, en contrepartie, on leur demande le partage du temps de travail, plutôt que leur faire une baisse de cotisation sans contrepartie, alors oui, ce sera utile. Ensuite, sur le fait que, oui, mais les personnes, ça veut dire qu'elles acceptent une baisse de leur rémunération, etc. Mais ça suppose qu'on prenne que la masse salariale qui ne gagne pas très bien sa vie. Mais les écarts de salaire ont explosé. Quand la moyenne des écarts de salaire dans les entreprises du CAC 40 va de 1 à 200, pour certaines va de 1 à 400, alors oui, si on modérait les écarts de salaire, on trouverait aussi des leviers de financement, y compris à l'échelon de chaque entreprise, pour financer une réduction du temps de travail. Et ça ne me semble pas si illusoire de le faire. Dans la fonction publique, on a des écarts de salaire maximum de 1 à 11. L'économie sociale et solidaire a prouvé qu'un autre modèle d'entreprise était possible et qui, par ailleurs, permet aussi de redistribuer le pouvoir au sein des entreprises, ce qui me permet de boucler la boucle avec la question du bien-être. Si à la tête des entreprises et à ceux qui prennent des décisions, on a aussi des personnes qui incarnent un bien-être différent ou un savoir-vivre ou je ne sais quoi, comment on le définit, ça permet aussi de réorienter les objectifs de l'entreprise et d'avoir un cercle plutôt vertueux. Jean-Baptiste Barfetti, pardon, et Sophie Taillé-Polian juste après. Merci. On le voit dans les discussions des intervenants et d'ASA, il y a beaucoup de malentendus sur la réduction du temps de travail parce qu'il faut savoir ce qu'on entend derrière le travail. Et c'est ce qui est dit un peu dans les interventions. On voudrait réduire le temps de travail pour faire de l'autoproduction, autoconsommation ou faire d'autres choses. Pour moi, il faut ici aussi faire une conversion du regard et dire que c'est du travail. Qui trouve tout de suite son résultat puisque vous vous nourrissez sans avoir à consommer, à aller dans les supermarchés, etc. Mais il faut aller plus loin que ça, à mon avis. Il faut reconnaître d'autres formes de travail, le travail parental, le travail d'aide aux personnes âgées, le fait de se former. Pour moi, c'est aussi une forme de... Les aidants familiaux, ça doit devenir un travail. Pour moi, c'est une forme de travail. Oui, bien sûr. 11 millions de personnes en France, quand même. Donc, Voilà. ça va faire du monde. Et donc, il y a des personnes qui vont passer par le marché, qui vont dire moi, je paye pour que quelqu'un s'occupe de ma vieille mère. Voilà. D'autres personnes disent non, c'est à moi de m'en occuper. Et donc, ça, c'est exactement seulement le fait que ça ne passe pas par un marché, c'est aujourd'hui pas reconnu comme une forme de travail. Et donc là, il faut une intervention publique. Et donc, il faut convertir complètement ce regard sur ce que je viens de dire. Aussi, à mon avis, sur la formation, on le voit un tout petit peu dans certaines grandes écoles comme Polytechnique où il y a un traitement pour se former, où ça se voit dans d'autres pays comme la Suède où tous les étudiants reçoivent un chèque pour se former. Il me semble que c'est des choses qui doivent être introduites, mais c'est pas la même chose qu'un revenu. Un salaire pour les étudiants. Voilà. Ouais. Mais c'est pas un revenu universel. C'est pas un revenu quoi que vous fassiez. C'est un salaire, parce que tout travail mérite salaire. Et à mon avis, peut-être qu'à la fin, on arrivera quasiment au même résultat. Pour une béotienne, quelle est la différence avec un revenu universel? Pour moi, d'abord, c'est philosophique. C'est que ça correspond à un travail qui est fourni à la société. Et
Pardon, mais ce que nous expliquait tout à l'heure Sophie Tallier-Polian, moi j'ai compris que c'était toute occupation en fait qui a un engagement dans la société, un engagement associatif en fait conduit à une forme de revenu universel. Quelle est la différence? La différence, c'est que c'est auto-géré dans le cadre du revenu universel. C'est-à-dire que dans cette défense du revenu universel, il y a deux sauts intellectuels. Le premier, c'est celui que je viens de dire, c'est-à-dire il y a d'autres formes de travail, avec lequel je suis totalement d'accord. Et le deuxième saut, c'est de dire, et chacun peut décider de la forme de travail à laquelle il se consacre dans les proportions qu'il souhaite. Ça, c'est un deuxième saut de dire, une personne, vous lui donnez un revenu et il s'organise comme il veut. Et ce que vont craindre certaines personnes, c'est de dire, ils vont en profiter pour être oisifs, tout ce qu'on veut. Même si c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, c'est une deuxième conversion du regard qui rend peut-être la mesure plus difficile à accepter pour certaines personnes. Et je pense qu'il faut faire une première étape, c'est se battre sur cette reconnaissance de diverses formes de travail, à mon avis. Et donc, il y a la question qui se pose, donc ça rebondit sur la répartition du temps de travail, puisque ça a été dit aussi tout à l'heure pour l'agriculture. Si on a une agriculture qui est plus intensive en main-d'œuvre, est-ce qu'on va baisser le travail dans l'agriculture ou pas? Et si on a d'autres formes du travail qui arrivent, voilà, ça, à mon avis, ça rebat complètement les cartes. Et une proposition, c'est que est-ce qu'on ne pourrait pas regarder cette idée de réduction du temps de travail, non pas d'un point de vue hebdomadaire, en temps par semaine, mais au niveau de la carrière? C'est ce qu'ont fait les Danois, ce qu'ils appellent le congé à la danoise, et donc de pouvoir prendre une année, non pas une année sabbatique, puisque c'est pour du travail, pour se former, lorsqu'il y a la naissance d'un enfant, pour se reconvertir. Et je pense que ça serait quelque chose qui Ça veut dire que les Danois doivent, je ne sais pas, X millions d'heures à la société, non. Et ils l'organisent comme ils veulent? C'est qu'ils ont la possibilité de se faire financer une année, par exemple dans une autre entreprise, pour se reconvertir. Et il y a un double dividende, parce que pendant qu'ils font ça, ils sont remplacés sur leur poste par un demandeur d'emploi. Et ça me permet de rebondir sur ce que disait Madame historienne tout à l'heure sur l'employabilité, sur les codes sociaux, etc., voilà, savoir-être. Ce que je partage totalement, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'employabilité. C'est une vision qui est, à mon avis, très réductrice de tout faire reposer sur l'individu. Il faut que cette personne soit employable, c'est-à-dire bien formée avec les codes, etc. Alors qu'en fait, ça dépend des territoires, ce que je disais. Mais c'est finalement une rencontre. C'est simplement, est-ce que la rencontre entre une forme d'emploi, association, entreprise et une personne va porter ses fruits? Il suffit que la personne crée plus de richesse que ne coûte son salaire pour que la personne soit employable. Et ça, c'est pas parce qu'il y a tel ou tel diplôme, etc., qu'on peut savoir. Et c'est pour ça qu'il faut essayer. D'où les contrats aidés, à mon avis, pour les jeunes, ça permet d'essayer. Et les congés à la danoise, de faire circuler les emplois pendant que d'autres personnes vont se former, vont élever leurs enfants, ça permet tout simplement que l'entreprise se dise, ce chômeur, finalement, ça fonctionne bien avec lui, on va continuer avec lui. Jean-Baptiste Parfetti, moi j'entends, c'est génial, cette petite dentelle que vous nous décrivez, mais dans un État comme la France, très jacobin, très centralisé, etc., est-ce que c'est seulement possible? Totalement. D'accord. Pourquoi ça ne serait pas... C'est une question. C'est un droit qui peut être ouvert, et donc les personnes vont en bénéficier, les entreprises vont en bénéficier. Il y aura peut-être besoin de contrôle, mais ça n'empêche pas que c'est possible. Sophie Tallier-Polian. Oui, alors je voudrais réagir à deux choses. D'abord, sur la question du revenu universel. Donc, on est d'accord sur le fait qu'il ne faut pas limiter le travail au lien de subordination à un patron, etc., mais à une activité socialement utile. Après, deuxième frein, disiez-vous, c'est le côté on va rémunérer l'oisiveté. Mais ce débat-là, quand le RMI a été créé, on va payer les gens à rien foutre, il existait déjà. Donc de toute manière, quel que soit le système d'aide sociale, de prestations sociales, etc., on l'a ce débat. Donc je dirais qu'il ne faut pas non plus penser que ce frein-là, il est uniquement sur le revenu universel, il est sur toute forme d'aide sociale. Je voudrais revenir, et c'était la raison de ma demande de parole, assez insistante sur la question du partage du temps de travail. En fait, le partage, il existe déjà, mais seulement il est profondément inégalitaire. Il faut qu'on arrête de dire on veut le partage du temps de travail. En fait, le temps de travail, il est déjà partagé entre, d'un côté, ceux qui ont un emploi, ceux qui n'en ont pas, et entre, de l'autre côté, ceux qui ont un emploi stable et ceux qui ont un emploi précaire, avec une heure par-ci, une heure par-là. Et c'est vraiment très important de le dire, parce que la réduction du temps de travail,
elle a déjà été mise en œuvre avec l'augmentation hallucinante de la précarité et du nombre de tout petits contrats, des contrats courts, très courts, de quelques heures à peine. Et qui paye ça aujourd'hui? Ce sont les précaires. Et c'est donc eux, dans leur qualité de vie qui n'existe plus, ils sont vraiment la variable d'ajustement. Il y a des gens qu'on appelle le matin même pour aller travailler ou la veille. Il n'y a aucune vie possible, aucune dignité personnelle possible vis-à-vis de ses proches quand on est dans cette situation-là. Donc, et qui paye aussi, c'est évidemment la société, parce qu'elle va donner de l'aide sociale, elle va accompagner, etc. Donc, je veux dire, il ne faut pas penser que la réduction du temps de travail, elle ne se fait pas. Elle se fait déjà, mais qui la paye? Ce sont les précaires et c'est l'État quand il vient aider. Et donc, il faut arrêter ça. Il faut complètement changer la façon dont on conçoit les choses. Et je crois que les entreprises doivent arrêter justement d'avoir accès à tant de droits pour précariser et pour faire en sorte que la réduction du temps de travail, ce soit les plus précaires qui la payent. Et moi, j'ai une proposition pour réduire le temps de travail à l'échelle de la vie, c'est de revoir le système des retraites. Parce qu'aujourd'hui, non seulement il y a un actif sur 2 de plus de 55 ans qui n'est pas en emploi réel, mais en plus, il y a des tas de gens qui sont au chômage, qui sont en inaptitude. Pourquoi? Parce qu'ils ont été brisés par une vie au travail. Il y a aussi la question du temps de travail par rapport à la pénibilité, tant sur la durée hebdomadaire que sur la durée d'une vie. Et là, je crois que nous pouvons, et pour essayer de faire, avancer le débat, parce que oui, je crois qu'il faut financer ça. Il faut trouver les clés de financement, et Manon en a parlé. Je ne sais pas si demain, il faut qu'on dise tous ensemble, pour une alternative à Macron, on va baisser le temps de travail pour tous tout de suite dans toutes les entreprises. Mais en tout cas, il y a clairement un problème, c'est que cette réduction, aujourd'hui, elle est mise en place, mais ce sont les pauvres et l'État qui payent. Et d'autre part, il y a la question de la pénibilité, de la prise en compte. Et quand je dis pénibilité, je ne dis pas que pénibilité physique. Je dis aussi le fait d'être face à des risques psychosociaux. Quand on est en situation d'accueil, quand on est en des situations diverses, c'est souvent les femmes qui ont cette pénibilité. Oui, et ce sont souvent les femmes d'ailleurs qui sont soumises à cette pénibilité entre guillemets moins visible. Donc là, il y a un vrai sujet où on peut apporter tout de suite des réponses pour faire en sorte que ce soit mieux partagé ce poids après de la souffrance psychique, de la souffrance physique et du fait qu'il y en a qui ont droit à une retraite parce qu'ils ont une espérance de vie suffisamment longue. Et il y en a, en fait, on leur a dit qu'ils y avaient droit, mais de fait, ils ne l'ont jamais parce qu'ils n'ont pas l'espérance de vie et ils finissent trop tôt, trop vite ou en très mauvaise santé. Merci beaucoup. Laurent Guillaume, je vous en prie. Par rapport à ce débat, moi, je voudrais qu'on aille plus loin, c'est que, en fait, c'est un sujet donc très important, qui suscite des échanges, et très bien. Par contre, on s'inscrit dans le cadre du salariat. Le monde a un peu changé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le salariat, il y a la question du partage du temps de travail, et il y a la question des indépendants, des travailleurs indépendants, qui ont pour certains choisi l'indépendance, et il faut les soutenir, et d'autres qui subissent cette indépendance. Comme au XIXe siècle, où il y avait deux catégories. Il y avait les artisans d'art, et il y avait ceux qui louaient leurs services, et qui ont fini par faire la révolution de 1848 et par abolir le marchandage. Et j'aimerais aussi que la gauche, en fait, elle parle de toutes ces personnes-là. Parce que dans les catégories populaires dont on parle, il y a les ouvriers, mais il y a aussi tous les travailleurs indépendants pour lesquels la gauche, que j'avais en face quand j'étais médiateur sur les taxis VTC, m'expliquait, et des représentants qui étaient bien à gauche, me disaient « Mais c'est bien, Laurent, que ces jeunes soient chauffeurs VTC. C'est bien qu'ils travaillent 70 heures par semaine, d'ailleurs. Parce que eux, ceux-là, ils font 70 heures par semaine pour vivre de subsistance, d'une économie de subsistance. Voilà. Et on n'en parle pas. Ils sont invisibles dans les débats. Donc oui à la réduction du temps de travail, en tout cas c'est une bonne chose, mais prenant en compte aussi tous ces jeunes qui sont aujourd'hui conduits vers de l'indépendance dans des situations subies, parce qu'on leur dit « t'as que cette solution, toi, crée ton auto-entreprise ». Bien non, je m'excuse, ce n'est pas forcément la solution. Et en fait, il y a une forte précarité des jeunes sur ces mini-jobs, on va dire, et on les conduit directement dans les bras de grandes plateformes américaines sans jamais les défendre. Et ça, c'est un vrai sujet. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, Laurent Guillaume? Pardon, je vous coupe. Est-ce que ça veut dire qu'au même titre en fait, que certaines communes, que certaines décisions de tribunaux, il faut dire à Uber qu'en fait, il y a une situation de salariat déguisée et il faut interdire ce type de fonctionnement? Quelle proposition? Vous êtes indépendant. Ouais. Et donc, vous décidez de votre prix dans le cadre d'une négociation. Ouais, voilà, je vous vends une prestation, on en discute. Soit on vous impose à la fois un prix, des conditions,
de comment vous devez travailler, quel costume, quelle cravate, quel parfum, etc. D'accord ? Et là, c'est plus de l'indépendance, c'est du salariat. Donc il y a un moment, et puis en plus dans le salariat, il y a quand même un code du travail. Donc déjà on pourrait appliquer un certain nombre d'éléments. Donc pour moi, il y a deux situations. Il y a vraiment l'indépendance qui est choisie, et en fait on est dans une négociation, et on a cette liberté de négociation. Très bien. Et autrement, s'il n'y a pas de liberté de négociation, si on se fait tout imposer, c'est pas possible. Mais je pense que sur cette question, il y a un hiatus à gauche. Il va falloir aussi éclaircir un peu les choses parce que c'est un peu sombre parfois dans les choix des uns et des autres. J'y étais confronté et vraiment, je crois qu'il est temps de clarifier. Parce qu'autrement, on peut toujours s'interroger de savoir où aller. Mais il y a vraiment un gros problème chez les jeunes là, parce que si on leur promet juste des travails ubérisés, pas chers, dont on ne peut pas vivre de son travail, il y a un moment donné, ils vont se révolter, ils auront bien raison. Et ils auront bien raison, effectivement. Je vous rappelle, des propositions ont été faites par les équipes du festival. Bon, entre autres, la réduction, reprendre le chemin de la réduction du temps de travail pour un meilleur partage. On voit bien qu'elle ne fait pas complètement consensus. Enfin, il y a, je dirais, Laurent Grand-Guillaume, on vous a un peu entendu là-dessus, mais peut-être sur la question des territoires zéro chômeur, puisque ça reprend aussi ce que vous disiez sur le droit à l'emploi, Manon Aubry. Une des propositions, c'est bien d'affirmer un droit à l'emploi, l'État employeur en dernier ressort, et une extension des territoires zéro chômeur de longue durée à l'ensemble du pays dans les 5 ans qui viennent. Est-ce que c'est plausible dans les 5 ans qui viennent d'avoir cette dentelle que vous nous décrivez, qui prend en compte à la fois les besoins du territoire, les formations, les capacités, même comment dire, voilà, les possibilités en fait d'emploi des individus, ce qu'ils savent faire pour faire en sorte en fait de changer de paradigme. Alors oui, je ne suis pas, j'écoute souvent donc Manon Aubry dans les débats à la télévision. Et en fait, non, mais ce qui est intéressant, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, de par mon histoire, mais par contre, je trouve qu'il y a une cohérence quand elle fait référence à ce qui se passe aux États-Unis. Effectivement, la garantie d'emploi en dernier ressort, c'est un vrai sujet qui va monter à gauche, parce qu'il y a des solutions. Comme je dis, le coût du chômage longue durée en France, c'est 43 milliards d'euros avant la crise sanitaire. 43 milliards d'euros pour l'État et les collectivités territoriales. Est-ce que ça nous coûterait moins cher aujourd'hui, territoire zéro chômeur de longue durée, c'est ça. Le coût pour 10 territoires, c'est un peu plus de 20 millions d'euros par an, sans compter toutes les recettes que nous générons. Puisqu'on génère des recettes, ça c'est le coût de ce qui arrive en termes de dépenses publiques. Et après, il y a le chiffre d'affaires que l'on développe, qui est quasiment parfois de 7 000 euros en moyenne dans certaines entreprises. Il est parfois plus faible, 4 000, 5 000 euros. Mais on génère du chiffre d'affaires, on génère des recettes nouvelles, cotisations sociales des salariés qui payent des cotisations, on génère aussi, il y a des impôts qui rentrent dans les caisses de l'État, etc., etc. Et en plus, tout ce qui n'est pas quantifié, ce qui a été dit, activité de transition écologique, eh bien, c'est bon pour la planète. Les services, quand on va faire le jardin d'une personne isolée dans un petit village et qu'on crée un lien social, où personne ne va aller le faire, c'est du lien social. Donc oui, on peut faire en sorte que ça monte très fort et que ça soit une solution, pas la solution, mais une solution massive. Nous, on a aujourd'hui 120 territoires qui se sont manifestés pour expérimenter. Dans ces territoires, vous avez des grandes villes, des villages, des comités de communes. Et avec les élections municipales, il y a plein de nouveaux territoires qui nous contactent. L'autre jour, l'adjoint au maire de Bordeaux, un adjoint au maire de Montpellier, etc., qui nous disent « nous, on veut y aller, on veut expérimenter ». Allons-y. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de s'empêcher. Donc, c'est possible. On est confronté à qui et à quoi? Oui. D'abord, M. Cahuc, l'ultralibéralisme. 1 euro, ça coûte trop cher déjà d'argent public. Attention, vous dépensez trop d'argent. Et ensuite, tous ceux qui sont dans des vieux schémas, on va dire de l'ère de la glaciation, conservateurs, dans lesquels il ne faudrait rien changer, dans lesquels la solution de chacun se débrouille, ça fonctionne forcément bien. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. La preuve, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes au chômage longue durée, donc privées durablement d'emploi depuis plus d'1 an. Et parmi ceux-là, le nombre de personnes qui sont au chômage depuis plus de 3 ans augmente très fortement, parce que c'est aujourd'hui près d'1 million de personnes. Oui. Manon Aubry, puis Gaëtan Goffs.
Je voulais juste rajouter 2 petits trucs et dire à quel point j'ai été d'accord avec toi sur à la fois le coût du chômage, mais aussi les externalités négatives au chômage. Il y a un coût sur le fait de prendre en charge, mais il y a énormément d'externalités autour aussi qu'en remettant au travail les gens, y compris dans le cadre de temps limité du travail, qu'on peut réussir à dépasser. Et puis la dernière chose que je voulais dire aussi sur le financement, parce que je pense que je suis, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, sur des pistes pour le coup qui font débat à gauche, mais qui méritent un débat. Et je veux dire, on est à 2 ans de la présidentielle, donc ayons sereinement ces débats, qui sont les questions européennes. Je le dis en tant que députée européenne aussi. C'est des débats aussi qu'on a avec mes collègues chez ELV et mes collègues socialistes. Et pour le coup, je suis plutôt optimiste parce que ça avance et je pense qu'on peut avoir une vision commune sur la politique monétaire européenne. Alors, dans un monde idéal, on reprend le contrôle de la politique monétaire. Ça veut dire qu'on peut décider de manière souveraine à quoi sert la création monétaire. Aujourd'hui, c'est surtout de l'argent qui est injecté dans des entreprises privées, souvent des actifs bruns, donc en plus polluants. Et cet argent-là, il pourrait être réinjecté de manière différente. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne, par exemple, détient 20% de la dette française. On pourrait geler ou annuler, ou, si ça fait peur, le transformer en dette perpétuelle. Et c'est autant d'argent qu'on réinjecte dans l'économie française sans une révolution à la hauteur de, à la rigueur, moi, ce que je pourrais prôner sur la reprise du contrôle de la politique monétaire, mais qui est faisable. Vous allez avoir les Allemands en face. Bien sûr qu'on va avoir les Allemands en face. Et donc, c'est pour ça que la question se pose à la fois sur le rapport de force qu'on veut poser au niveau européen, parce qu'en réalité, la majorité des États européens a intérêt à cela. L'Italie, l'Espagne, pour ne pas les nommer, ce n'est pas des petites économies. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, il faudra se poser la question du modèle européen, parce que le terme Green Deal a été repris au niveau européen. Il manque peut-être le New, ça en dit long, parce qu'on ne peut pas faire un grand plan d'investissement sans les investissements qui vont avec. Alors, je disais, on a encore 2 propositions qui ont été faites par le festival à débattre rapidement. Favoriser la localisation des emplois en dehors des territoires métropolitains en aidant les entreprises à la transition numérique sur l'ensemble du territoire. Et enfin, mettre en place des quotas post-bac et la gratuité des études pour les élèves issus des zones d'éducation prioritaire. Moi, j'ai entendu l'idée en fait d'un revenu, d'un traitement des étudiants, quels qu'ils soient, au même titre en fait que ce qui peut se passer dans les grandes écoles, ENS, Polytechnique, etc. Gaëtan Gors, qu'est-ce que vous pouvez endosser de ces propositions? C'est dans l'autre sens peut-être? Attendez. Hop. Ça y est, je pense que ça y est. Je ne suis pas un spécialiste de l'ensemble des sujets qui sont abordés pour le coup, et donc c'est parfois un peu délicat de formuler un point de vue. Alors dans ce cas-là, formulez vos propres propositions. Je vais les résumer. La première, c'est de considérer au regard du problème que nous avons à traiter depuis, je dis, presque 40 ans et de l'écart qui s'est créé entre le besoin d'emploi et l'activité économique. C'est évidemment d'accompagner le plus possible l'effort de soutien au développement économique et à l'investissement qui a été engagé. Le plan qui a été lancé est en soi une bonne chose. Il faudrait qu'il comporte, et il serait souhaitable de se battre pour qu'il comporte plus d'éléments favorisant la création vers les nouveaux emplois, vers les nouveaux secteurs, vers la transition écologique. C'est l'enjeu majeur. Il ne faut pas rater ce passage-là, mais ce soutien à l'activité est indispensable parce que c'est l'insuffisance d'activité qui fait la suffisance d'emploi. On peut, sur le moyen terme, s'interroger évidemment sur la capacité à répondre à ces enjeux et à considérer qu'on n'aura pas assez d'emplois pour tout le monde et que la réduction du temps de travail, c'est une réponse. Je partage totalement cette réponse, mais je pense qu'à court terme, c'est l'orientation vers laquelle il faut aller. Deuxième aspect qui me paraît indispensable, c'est favoriser les reconversions et en particulier favoriser les reconversions en direction des emplois qui sont nécessaires. Alors ça peut prendre la forme des territoires nouveaux chômeurs pour répondre aux besoins locaux. On sait tous sur nos territoires, dans nos collectivités, qu'il existe des besoins qui ne sont pas satisfaits et pour lesquels effectivement on doit se mobiliser. Personnellement, j'ai soutenu ce programme dès qu'il a été lancé, y compris auprès de Pôle emploi quand ça a été mis en discussion. Donc je crois évidemment qu'il faut encourager les initiatives, mais en parallèle, il faut des programmes lourds qui permettent, par exemple, dans le domaine de la dépendance, de créer les emplois qui sont indispensables si on veut apporter une réponse à cette question, qui est une question sur là encore le moyen-long terme. Aujourd'hui, ce sont des emplois qui sont mal payés, qui sont insuffisants et où les gens sont peu formés. Il faut dégager des ressources pour permettre une formation, une rémunération conséquente et la mise en place de dispositifs correspondant à ces besoins. Ça peut répondre et ça peut correspondre à beaucoup d'emplois. Le troisième aspect qu'il faut regarder, c'est comment on peut exercer, on a parlé de relocalisation, une pression
sur les secteurs économiques, sur les grandes branches industrielles, pour deux choses. La première, c'est qu'elles produisent plus en France chaque fois qu'on peut effectivement les amener à cette position. Regardez l'industrie automobile allemande, elle produit plus de voitures en Allemagne qu'à l'étranger. L'industrie automobile française produit plus de voitures à l'étranger qu'en France. Est-ce que c'est une fatalité? Ce sont des choix qui ont été faits, des choix stratégiques qui ont été faits par la direction d'entreprise, sur lesquels je pense qu'il est normal, dans cette période de tension, et où les entreprises ont besoin de l'aide de l'État, de poser la question et de savoir comment on peut rééquilibrer les choses. Un département comme la Nièvre, par exemple, s'il a été victime de désindustrialisation, alors qu'il avait une forte présence de l'activité automobile, notamment de la sous-traitance automobile, c'est lié aux délocalisations automobiles qui ont été massives, notamment dans les années 2000. Donc ce débat-là avec l'industrie automobile est indispensable. Voilà 3 pistes, il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup de choses ont été expérimentées depuis 20 à 25 ans. La politique de l'emploi fait des progrès. Le problème, c'est qu'on remet toujours en question les choses qui ont été engagées pour en inventer de nouvelles. Essayons de faire des choses simples. L'apprentissage, par exemple, est un sujet majeur pour l'emploi des jeunes dans les secteurs comme les nôtres, par exemple sur les territoires en difficulté. Pas assez d'opportunités d'apprentissage, pas assez de mobilisation des employeurs et des artisans, pas assez d'aide et de structures adaptées pour accompagner les entreprises et les jeunes, alors que c'est une solution qui peut être très concrète et correspond à la situation de jeunes qui n'ont pas toujours fait des études très poussées. On ne va pas demander, je reprends ce qui a été dit sur le savoir-être, on ne va quand même pas demander à chacun de pouvoir être ingénieur en électronique. D'abord, ce n'est pas souhaitable. Et puis, chacun doit pouvoir trouver sa place dans la société, quelles que soient ses compétences, ses capacités. Il faut juste utiliser les outils, ils sont là. Et ayons un peu de cohérence, ayons un peu de continuité, tirons les leçons du passé. Peut-être sur l'idée d'un service public de la formation professionnelle, on a entendu ce que vous nous disiez sur la nécessité d'arrêter cette délégation de services publics. En fait, ça rejoint aussi cette question de l'apprentissage, ça rejoint la nécessité en fait de former tout au long de la vie. Peut-être là-dessus, Jean-Baptiste Barfetti, vous avez tendance à prendre des exemples chez nos voisins. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre en Europe ou pas? Est-ce que ça existe sur le service public de la formation? Est-ce que vous savez s'il y a quelque chose? On sait par exemple qu'en Allemagne, en Suisse, en Autriche, l'apprentissage en fait est un réel levier. On n'est vraiment pas très bon en France là-dessus. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des délégations de ministres qui d'année en année vont chez nos voisins voir comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on pourrait accélérer le processus? Je ne pourrais pas vous dire s'il existe un service public tel que décrit par Sophie Taillé-Polian, mais c'est vrai que comme vous dites, il y a un système d'éducation, notamment en Allemagne et en Suisse, sur l'éducation professionnelle qui est bien plus poussé. Et je crois que ce qu'il y a aussi de très fort derrière, c'est une autre valorisation. C'est-à-dire qu'en France, il y a une dévalorisation du travail artisanal, pour ne pas dire manuel. Mais c'est peut-être en train de changer. Je voudrais citer le livre de Jean-Laurent Cassoy, La révolte des premiers de classe, où il parle de cette génération de néo-artisans qui quittent la défense, des jobs de cadre, on pourrait dire des bullshit jobs, pour aller vers des métiers plus en contact avec la matière. Ça me permet de rebondir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les bacs pro. Voilà, donc je pense que première chose, il y a une revalorisation de cette forme aussi de travail. Ce que tu disais, Gaëtan, tout le monde ne doit pas devenir ingénieur, électronicien, etc. Mais ça ne veut pas dire que ouvrier artisan, ça ne nécessite pas un certain nombre d'années d'études. Avant, il y avait le chef-d'œuvre dans le Tour de France, etc. Et c'est pour ça aussi que je défendais cette mesure d'un traitement pendant les études. C'est la même justification microéconomique que pour l'assurance chômage. Pourquoi collectivement on a intérêt à une assurance chômage? Pas seulement par solidarité pour les personnes qui sont au chômage, mais aussi pour que les personnes qui perdent leur emploi ne se jettent pas sur le premier emploi précaire, de mauvaise qualité qu'on leur propose, mais aient le temps de faire des recherches pour trouver quelque chose qui leur correspond et donc qui sera plus productif pour la société. Et bien là, de la même façon, un jeune qui ne peut pas s'en sortir, qui doit avoir un revenu parce que ses parents ne peuvent pas aider, eh ben, il va se jeter sur le premier emploi. S'il pouvait faire un certain nombre d'années d'études, que ce soit pour devenir ingénieur ou pour devenir artisan, ouvrier très qualifié, il pourrait avoir plus le temps de s'insérer dans cette économie et de trouver son vrai apport. Je finis peut-être en répondant sur la mesure dont vous parliez de rééquilibrage territorial. Je pense qu'il faut avoir une petite attention pour pas que ça tourne un jeu du chat et de la souris, puisque l'économie géographique, notamment en Krugman, montre qu'avec la mondialisation, il y a une concentration dans les métropoles, puisque c'est des carrefours
commerciaux et que donc beaucoup d'entreprises cherchent à se localiser ici. Donc si on leur donne juste une incitation fiscale, une petite subvention pour aller produire en dehors, il va y avoir une forme d'optimisation où ils vont cocher à case et puis en fait, quelques années après, ils vont repartir. Donc je pense qu'il faut quelque chose de plus structurant, une intervention publique avec un aménagement du territoire, des transports, tout ce qu'il faut autour, un médecin, parce que voilà, s'il n'y a pas de médecin traitant, on ne va pas aller s'amuser à trouver un emploi. Donc je pense que c'est aussi une conversion du regard bien plus générale si on veut que les emplois aillent se localiser et donc une activité publique, une intervention publique forte. Sophie Taillé-Polian, vous aurez le mot de la fin. Je vois qu'il est 12h33. Une première chose, je pense effectivement qu'il y a une façon totale de revisiter la façon dont on a beaucoup pensé l'aménagement du territoire. On n'entendait que des pôles, le pôle de machin, le pôle de trucs, le pôle de compétitivité, le pôle de recherche. Donc on polarisait tout et donc on désertifiait autour. Donc il faut rompre avec ça. Ça fait une bonne vingtaine, voire trentaine d'années qu'on était avec cette façon de réfléchir. Et je pense que là, on est arrivé au bout de cette logique et qu'il est temps de voir les choses différemment. Voilà, ça c'est la première chose. Et évidemment, ça permettra que tous les territoires en fait, doivent se développer à leur manière. Deuxième chose, je pense que quand même ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2017, le budget du ministère du Travail a perdu 25%. Et que, soi-disant, parce qu'il y avait moins de chômeurs, enfin, il y avait moins de chômeurs en catégorie A, mais il y avait beaucoup plus de chômeurs de précaires, etc., on a retiré des postes à Pôle emploi, etc., etc. Donc, il faut évidemment réenclencher les choses dans l'autre sens et le faire dans la durée. Ils recrutent moins que les postes perdus depuis 2017. Merci. Merci à tous. Gaëtan Gors, Manon Aubry, Laurent Grandlieu, Jean-Baptiste Berfati, Sophie Taillé-Polian. Merci de cet échange. Merci à vous de votre implication et de vraiment ces remarques lumineuses que vous avez pu nous faire. Bien entendu, le festival continue et nous allons continuer à discuter cet après-midi. Merci à tous.